Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique et surtout bienvenue dans le débrief pour le décryptage de l'actualité politique sur le continent. Le Soudan a annoncé la semaine dernière son intention de remettre à la Cour pénale internationale Omar el-Béchir et deux autres dirigeants réclamés depuis plus de 10 ans pour génocide et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour. Et puis en République démocratique du Congo, un projet de loi veut interdire l'accession à la magistrature suprême et à d'autres fonctions régaliennes à toute personne née d'un parent non congolais. Le texte initié par un candidat à la présidentielle de 2018 a été déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 8 juillet. Deux sujets d'actualité dont on parlera au cours de cette émission et pour en débattre deux analystes de l'actualité politique, nous recevons Aristide Nkenda. Bienvenue sur notre plateau. Merci Thomas et Oman, merci et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Vous êtes journaliste et éditorialiste. Nous aurons la possibilité donc de puiser le meilleur au cours de cette émission. Sur notre plateau également, Guillaume Bateau, il est journaliste. Bienvenue Guillaume Bateau. Bonjour Thomas, merci de nous inviter. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers le continent. D'accord, comme nous l'avons dit à l'entame de cette émission, deux sujets seront abordés au cours de cette émission. Nous parlerons de Omar el-Béchir et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de la congolité, une loi qui est déposée sur la table de l'Assemblée nationale qui sera certainement ou pas votée. On aura l'occasion de revenir sur cette question. Commençons tout de suite avec la question de Omar el-Béchir. On sait que c'est un militaire de formation né en 1944. Il a été président du Soudan. Parlons un peu de sa gestion et de qui il est véritablement. Alors, avant de parler de sa gestion, Thomas, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un militaire. Mais surtout un militaire, quel militaire? Parce que quand vous regardez son CV, on vous rappelle simplement qu'il a participé à la guerre du Kippour en 1973 aux côtés de l'Égypte face à Israël. Vous vous souvenez que cette guerre est consécutive à une autre guerre de 6 jours de 1967 où donc Israël avait contrôlé la péninsule du Sinaï. Mais c'est pas pour dire quoi? Pour dire que voilà donc son référent professionnel, c'est la guerre du Kippour. Il devient colonel, il fait un coup d'État en 89, mais quand il fait le coup d'État en 89, il instaure donc une nouvelle loi islamique. Et c'est cette loi qui lui permet de rester 4 ans jusqu'en 93 où il s'autoproclame président. Il se fait élire quelques années plus tard, c'est-à-dire en 96. Mais simplement, quand vous regardez son parcours, la prochaine élection a lieu en 2010. Ça veut dire qu'il a passé près de 16 ans sans élection. Et après 2010, c'est jusqu'en 2019 qu'on le renverse. Mais ça résume sa gestion. C'est une gestion autocratique, c'est la pensée unique. Et en plus, ce pourquoi on le poursuit devant la Cour pénale internationale selon le statut de Rome, le génocide, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le conflit qu'il y a eu entre lui et ses partisans qui sont majoritairement arabes et cette minorité. Et c'est ça le problème du fait qu'on gère un pays à partir des sentiments tribaux. Ça amène toujours la guerre. Et on doit donner le chiffre quand même. 300 000 morts selon les chiffres officiels, 2,5 millions de déplacés, c'est trop. Donc Omar el-Béchir, aujourd'hui, je crois que ce sera le deuxième chef de l'État à aller après Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Donc c'est une mauvaise gestion du Soudan avec Omar el-Béchir à sa tête. D'accord, ici d'aller une mauvaise gestion du Soudan avec Omar el-Béchir à la tête. Guillaume Bateau, vous avez certainement observé Omar el-Béchir de très loin. Quelle est votre analyse sur la façon dont il arrive au pouvoir et sa gestion? Vous savez, moi, par principe, je suis contre les coups d'État. Je suis contre les militaires qui dirigent le pays. Vous ne verrez nulle part dans un pays civilisé un militaire diriger un pays. C'est vrai, il y a eu des militaires à la retraite, il y en a eu aux États-Unis notamment, etc. Mais en Afrique, malheureusement, les militaires, alors qu'ils sont formés pour protéger les populations, préfèrent prendre les armes qui sont mises à leur disposition par l'argent public pour s'imposer. Donc moi, par principe, je suis contre. Et donc, je suis contre le coup d'État. Je crois que les coups d'État ont fait trop de mal à ce continent et le président Omar el-Béchir n'échappe pas à cette affaire des choses. Donc, moi j'ai eu la chance d'aller au Soudan en 2017-2018, mais c'était un État policier. C'était un État policier et l'hôtel où on était logé, on nous disait, ici, vous ne dites rien sur le président Omar el-Béchir parce que dans tout l'hôtel, les serveurs, les filles de chambre, tout ça, c'est des policiers. Donc, vous voyez que on ne peut pas être
dans la modernité avec ce genre de système. Donc, moi, c'est dommage, c'est dommage. Des personnalités comme Omar Béchi, Mazon de l'Afrique, on a connu beaucoup. Et je ne veux pas dire que j'ai été heureux, mais j'ai salué son départ. J'ai salué son départ, la révolution soudanaise, et j'ai beaucoup d'amis, notamment le président de la Fédération soudanaise des journalistes, le syndicat national des journalistes du Soudan, qui est aujourd'hui le président de la Fédération africaine des journalistes. Il est soudanais, Sadiq, que je salue au passage. Et tout cela, nous les soutenons de loin pour que s'instaure véritablement une démocratie pluraliste, intégrale au Soudan. D'accord, et ce dernier est dans une procédure vers la CPI. Parlons du conflit au Darfour et le génocide qui s'est produit en 2003 dans l'ouest du Soudan. Il y a un conflit qui se crée. Quels sont les germes de ce conflit? Oui, l'impossibilité de questionner avec pertinence la question de la gestion de l'altérité de l'autre, la gestion de la question de l'altérité de l'autre. La question de l'altérité de l'autre, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un pays et vous estimez que les autres sont inférieurs, les autres, il y en a qui sont supérieurs, il y en a qui sont inférieurs. Et ceux qui se sentent inférieurs vont notamment revendiquer, ils vont se plaindre. Et vous savez, les travaux de Darwin, Charles Darwin le montrent bien, et ont été repris par Friedrich Ratzel, qui est le père de la géopolitique allemande, qui dit que le loup et le chien sont de races différentes. Mais tant qu'on ne dit pas que l'un est supérieur à l'autre, les gens vivent tranquillement. Donc, vous avez vu le problème du Rwanda. Ils parlent la même langue, les Rwandais. Ils tous parlent la même langue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. Mais on a réussi à dire aux Rwandais que le fait que vous ayez un visage pas fin, vous êtes Hutu, et que l'autre, il a un visage fin, il est Tutsi. Oui. Et à partir de ce moment, on donne l'impression que vous êtes différents, alors que vous êtes un même peuple. Avant cette émission, on en parlait avec Guillaume, nous sommes un même peuple, nous sommes une même famille. Il n'y a pas à dire. Et d'ailleurs, même ces frontières qu'on a, ce sont des frontières qu'on nous impose, ce ne sont pas nos frontières. À l'époque, c'était tout un territoire. Donc, il y a ce problème du rejet de l'autre, parce qu'on construit dans sa tête le fait qu'on soit supérieur, et comme on est au pouvoir, on gère avec ces gens, et ceux-là sont des laissés pour compte, et c'est ce qui fait que ça a déclenché cette guerre, parce que les gens voulaient revendiquer. Et généralement, ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Et parce que ces guerres profitent aussi à des grandes puissances, parce que nous sommes dans un champ de rivalité de pouvoir pour le contrôle des territoires. Et c'est ce que Ratzel avait dit, le labens-rum, l'espace vital. Parce qu'un État grandit, naît, atteint son apogée et décline. Et pour vivre, il faut s'agrandir. Et pour s'agrandir, on acquiert de nouveaux territoires. À l'international, ce sont les territoires physiques. Et donc, quand il y a un conflit quelque part, donc les grandes puissances vont venir pour intervenir. Et à partir de ce moment, on prend position. Ce sont des territoires qu'on occupe. Et quand on n'occupe pas simplement. Parce qu'il y a une décision qu'on prend à venir, c'est une décision géostratégique, parce qu'il y a une opération militaire et diplomatique, mais quand on vient, c'est une décision parce que les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Et comme c'est un intérêt qui vous amène là, on contrôle le territoire. À partir de ce moment, c'est un jeu à l'international. Donc, c'est nous qui devons bien réfléchir en Afrique comment nous concevons notre cité, notre manière de gérer la cité. Et ce n'est pas en rejetant les autres. On se souvient qu'en 2009, le procureur de la CPI d'alors, Luis Moreno Ocampo, avait émis un mandat d'arrêt contre Omar El-Béchir, et c'est seulement que récemment que ce mandat va être exécuté. Qu'est-ce qui a bien pu se passer Non, mais c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que Omar El-Béchir est en prison. Donc il n'est plus au pouvoir. Donc il n'a plus la possibilité matérielle de s'opposer à son transformation. Son sort n'est plus entre ses mains. Donc son sort est aujourd'hui entre les mains du gouvernement de transition, qui est à Khartoum. Mais pour revenir un peu au conflit au Darfour, et je suis d'accord avec Aristide, mais je dis, tout ça, c'est le refus de la démocratie. C'est le refus de la démocratie. Parce que la démocratie est un système qui permet même aux minorités de s'exprimer. Ouais. Or, si on se met dans un système paternaliste où celui qui prend le pouvoir sur aucune base, rien ne le prédestine à diriger les autres. Il n'a pas convaincu ses concitoyens. Parce que c'est ça, la légitimité démocratique, c'est que le citoyen qui se présente face à ses concitoyens, il argumente. Il dit pourquoi il veut diriger et ses concitoyens le choisissent dans le cadre d'un système démocratique intégral. Mais quand vous faites un coup d'État, mais qui vous dit que c'est vous qui pouvez être là? Parce que vous êtes colonel, vous dirigez une garnison peut-être qui est plus armée qu'une autre. Donc, vous instaurez un système qui est liberticide et qui foule aux pieds les intérêts des uns et des autres. Et vous avez tendance à ramener tout à vous
à mettre votre clan, votre ethnie, malheureusement en Afrique, c'est ça. Donc les minorités noires, parce qu'il faut le dire, au Darfour c'est ça, les minorités noires qui n'avaient pas accès aux services publics de l'État soudanais, parce que le Soudan quand même c'est l'un des plus grands pays africains, l'un des pays aussi les plus riches. Mais ces gens-là étaient laissés pour compte, donc ils ont exprimé leur ras-le-bol. Et bien comme Omar el-Béchir n'est pas démocrate, il n'est pas mentalement, structurellement préparé pour gérer ce genre de conflit. Et ça dégénère dans un conflit violent. Il y a une répression aveugle. Et à un problème politique, à un problème social, on apporte une réponse militaire. Et ça va dans tous les sens. Donc, aujourd'hui, le président Béchir est à la porte de la CPI. On va peut-être revenir dessus. Je vais dire mon sentiment. Mais je dis, ce qui a changé, c'est qu'il n'est plus au pouvoir. Il n'a plus les moyens de contourner, de fuir la CPI, parce que tant qu'il était au pouvoir et qu'il pouvait choisir là où il va, sans aller dans les pays qui étaient partis au traité de Rome, il pouvait être là. Mais maintenant, il n'est plus là. C'est un gouvernement de transition qui a décidé de le transférer. Sur le principe, on pourra en parler. Est-ce que le Soudan... Oui, juste pour ajouter que les nouvelles autorités de transition avaient promis une collaboration illimitée. Donc, comme dit Guillaume, il n'est plus là. Donc, ils ne font que répondre à une décision qu'eux-mêmes ils avaient prise. Est-ce que la justice soudanaise a les moyens de traiter ce genre de cas sur c'est ça le problème du traité de Rome. Le traité de Rome n'intervient que lorsque l'État n'est pas capable de le faire. C'est parce qu'ils ne se sentent pas capables de le faire. C'est quand même un ancien chef d'État. Ouais. C'est pour ça que, et je crois qu'avec le désastre qu'il y a eu, avec le désordre, généralement, quand les autorités de transition qui sont là, ils n'ont pas toute la légitimité, parce que on l'a renversé, lui aussi. Et donc, ils ne veulent pas donner le sentiment que c'est une justice arbitraire. C'est pour ça que une loi supranationale, c'est-à-dire le traité de Rome, prend le relais et donc pour gérer donc ce genre de situation qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et crimes de guerre. En 2019, il y a la justice qui l'avait condamné à 2 ans pour la question de coup d'État. Il était en résidence surveillée. Est-ce que vous pensez qu'il a suffisamment payé Non, pas du tout, parce que les crimes de sang, même vous voyez même récemment lorsque le chef de l'État ivoirien a fait des remises de peine, ça ne concerne pas les crimes de sang. Les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc il faut qu'il réponde, il faut que ça donne... Et Guillaume fait bien d'évoquer la dimension démocratique, pas la dimension... le fait qu'il faut que nous soyons dans des sociétés démocratiques, parce que au-delà même des régimes autoritaires, autocratiques comme ceux de Omar el-Béchir, il y a le problème de la démocratie illibérale, parce que nous vivons justement, ce que Guillaume réclame, c'est la démocratie libérale. C'est une personne, une voix, on décompte, il y a un système qui vous permet de gagner. Alors qu'il y a un nouveau type de démocrate qui naissent en Afrique, sont des démocrates illibéraux, c'est-à-dire qui profitent du champ politique de la démocratie libérale pour évoluer, et lorsque ça ne les arrange pas, ils contestent. Ça aussi, ça freine. Et il faut, j'insiste parce que Guillaume a parlé de la démocratie, il faut qu'on reste dans la démocratie libérale, c'est elle qui permet donc de résoudre les problèmes politiques en société. D'accord. Parlons des enjeux de la remise de Omar el-Béchir à la CPI. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Oui, j'avoue que... alors, votre précédente question, vous avez demandé si est-ce que le Soudan a les moyens. Je pense que le Soudan a les moyens. J'aurais pu juger le président Béchir à Khartoum. Je me dis peut-être qu'ils ont d'autres priorités, parce que c'est un pays à reconstruire. Il y a tellement d'antagonismes qui sont développés ces 30 dernières années, donc ils ont beaucoup de choses à gérer. Ils se disent peut-être que s'ils veulent remettre, parce que le jugement, le temps de mettre un peu d'ordre, parce que le gouvernement de transition n'a pas vocation aussi à s'éterniser. Ouais. Il a vocation à organiser rapidement des élections pour pouvoir remettre le pays sur les rails de la démocratie. Ils se disent que s'ils veulent prendre, ça peut apparaître aux yeux de certains comme une sorte de déni des droits du président Béchir. Moi, j'aurais préféré cette option, c'est-à-dire de garder au Soudan le temps de mettre de l'ordre et lui faire un procès équitable. Parce que finalement, dans ces pays, moi je n'ai rien contre, moi je suis pour la justice, qu'elle soit internationale ou nationale. Mais mon sentiment de déception vis-à-vis de la CPI, c'est que aussi, elle donne le sentiment aux Africains qu'il n'y a que les Africains qui sont jugés à la CPI. Regardez ce qui se passe en Afghanistan.
Regardez ce qui s'est passé en Libye. Tout le cafouillage qui a été créé par la France. Aucune autorité française ou occidentale n'est devant la CPI. Alors que la Libye, moi je n'étais pas d'accord avec le système de gestion du Kadhafi, mais avant le renversement du Kadhafi, la Libye était une des fiertés africaines. Regardez aujourd'hui le désordre qu'il y a là-bas. Et qu'il a créé. Mais c'est Sarkozy, il a créé de toutes pièces. Sarkozy aussi mérite d'être à la CPI. Mais on se rend compte que la CPI, le projet initial, qui était un projet humaniste, était un projet enthousiasmant, est en train de devenir, malheureusement, est-ce la faute au tribunal lui-même? Est-ce la faute à ceux qui l'ont conçu? Mais est en train de devenir le tribunal des Africains. Moi, c'est ça qui me gêne. Donc, je dis, oui, peut-être, le Soudan aurait pu, même si je comprends les autorités de transition, qu'elles ont beaucoup de choses à faire, elles auraient pu laisser le temps, organiser. Et puis, le nouveau régime qui serait issu des élections aurait pu faire un procès équitable au président Béchir. C'est aussi un défi. Parce que les défis qui nous sont lancés aujourd'hui au continent sont des défis de divers types. Et ce genre de défis, l'Afrique doit se donner les moyens de les relever. Bon, ils ont choisi d'aller à la CPI. C'est leur choix, mais aussi, je vois en filigrane que c'est une réponse aux grandes puissances qui sont aujourd'hui les principaux bailleurs de fonds de la transition au Soudan. Et je le regrette, sincèrement. D'accord, pardon. Oui, allez. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point avec Guillaume, c'est sur la Libye. Tout à l'heure, il a dit qu'il était au Soudan. Moi, j'étais en Libye. Ce qu'on recherche, c'est la démocratie, c'est la liberté individuelle. Et en Libye, c'était, je crois, même pire qu'au Soudan. Parce qu'en Libye, à l'époque, une jeune fille à un certain âge ne peut plus aller à l'école. Et puis même si vous êtes frère, vous ne pouvez pas rendre visite à votre frère dans la maison. Vous restez dans la guérite et vous buvez du thé et vous rentrez chez vous. Vous ne pouvez pas voir une jeune fille dans la rue. Donc, c'était un pays pris en otage aussi. Et Kadhafi, il était tout ce qu'il était. Il faisait rêver les Africains. Mais parce que aussi les Africains ont une mentalité de disque dur au repos. C'est-à-dire qu'on vient, tu le dis, et on développe des automatismes langagiers qui deviennent inopérants après. Je vais expliquer pourquoi. Kadhafi qui disait faire les États-Unis d'Afrique, mais c'est lui qui renvoyait tous ceux qui transitaient par la Libye, qui les arrêtait, mettait dans les camps comme Zanzour, où j'ai été visité, où on vous aligne, on dit Sénégal, on l'aligne, Côte d'Ivoire, et tout le Noir. Et il utilisait plutôt des Tchadiens, des Arabes choix Tchadiens. Quand tu traverses le désert, tu arrives à Sepha, et qui étaient des Libyens de seconde zone. Parce qu'en Libye, il y avait deux catégories de Libyens. Il y a les Libyens de seconde zone, parce qu'en fin d'année, ils pouvaient payer des primes aux familles, et il y avait cette distinction. Donc Kadhafi était aussi dans un discours velléitaire. Il ne disait pas exactement ce qu'il pensait. Et je pense que Kadhafi faisait rêver les Africains, mais avait aussi ce problème. Il y avait un véritable problème de liberté en Libye. Mais simplement, je suis d'accord avec Guillaume que lorsqu'on va donc pour libérer la Libye, la manière dont on veut libérer la Libye n'est pas la bonne, puisqu'on casse la Libye, parce que quand on casse la Libye, c'est pour reconstruire, et quand on va reconstruire, justement, c'est ce que je disais, et il y a cette démarche. Maintenant, pour revenir sur le fait que Guillaume soit déçu de la CPI, c'est normal qu'il soit déçu, parce que justement, le statut de Rome n'a pas été ratifié par tous les pays, et d'ailleurs même les grandes puissances comme les États-Unis n'ont ni signé, n'ont ni ratifié. Ensuite, le problème de la CPI, c'est qu'il y a deux sources juridiques. C'est pour ça que la CPI tâtonne. Et les procureurs, qui sont les avocats généraux, le procureur c'est l'avocat général, donc c'est lui qui accuse. Les procureurs ont été toujours dessous de la source juridique anglo-saxonne. Or, il se trouve que chez eux, dans cette source juridique, elle est accusatoire. Quand on t'accuse, tu viens, on t'accuse, tu te défends. Et il y a donc les membres du jury qui décident. Alors qu'on leur imposait la source juridique germano-romatique qui impose un juge d'instruction. Vous avez vu comment Bensouda s'est mélangé les pédales sur le procès de Gbagbo, où elle n'arrivait pas à collecter les données, elle faisait venir des témoins qui, par moments, venaient pour être des témoins à charge, venaient pleurer dans la salle. Donc, elle était perturbée. Donc, cet instrument qui, comme Guillaume a dit, est un instrument humaniste, mais qui pêche par le fait que dans son process
de déroulement à ce problème de ces dossiers juridiques, et aussi le fait que les grandes puissances n'acceptent pas que la CPI puisse donc juger. Donc ils se rabattent pour exister, parce qu'il y a des fonds qui sont mis pour exister, donc ils arrêtent les petits bras en Afrique là, qui vont à la CPI. Donc c'est pour ça que Guillaume est un peu déçu, je le comprends. Quels seront donc les défis de la CPI avec le procès Bemba, celui de Laurent Gbagbo et aujourd'hui Omar El-Béchi qui va être transféré à la CPI? Tous les Africains vont suivre encore ce procès parce que on espère qu'enfin, et c'est un vrai procès, c'est-à-dire un procès, Assis en parler un peu, une instruction faite à charge et à décharge, avec de vrais éléments de preuve. Parce que ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'était totalement désastreux. Et ça décrédibilise la CPI qui aurait pu être un instrument important de renforcement du processus démocratique à travers le monde, mais surtout en Afrique, parce que c'est l'Afrique qui en a le plus besoin. Mais on a vu que Mme Bensouda, et même avant elle, au Campo, qui était beaucoup plus Didier, oui, c'était Didier, un perroquet qui se promenait là, il n'a pas fait de travail. Pourtant, il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mises à leur disposition. À sa suite, Mme Bensouda n'a pas fait mieux. On a vu le procès du président Gbagbo. Vous ne pouvez pas traduire un ancien chef d'État devant un tribunal sur la base de 8 dires. C'est grave. Des coupures de journaux, des rapports parfois parcellaires d'ONG sortis de nulle part, des experts douteux. Non, la CPI a intérêt à redorer son blason. Moi, je ne suis pas comme tous ces Africains qui disent oui, je ne veux pas de la CPI. Non, moi, je veux que la CPI soit ce que le traité nous a promis, c'est-à-dire une justice internationale au service des droits de l'homme, de tous les hommes et au service de la démocratie et de la justice réelle. Et non une cour d'arrangement, voilà, pour tordre le bras à quelqu'un, par exemple, au Béchi. Bon, malheureusement, il s'est fait avoir, il a resté quand même 30 ans, il a foutu le bordel au Soudan, je m'excuse du mot. Mais je ne veux pas que la CPI soit cette cour-là qui fait des petits règlements de compte, comme Arthur a dit, dans les petits marigots, voilà, comme en Afrique. Que ce soit une vraie cour. Et j'espère donc que le défi, c'est le défi de la crédibilité. Parce que s'ils nous reproduisent ce qu'ils ont fait sous le président Bemba, ce qu'ils ont fait sous le président Gbagbo, s'ils reproduisent la même chose, je crois que nous encore, qui lui accordons un peu de crédit encore, bon, nous tous on sera découragés. Et la CPI va devenir comme un tribunal, je sais pas, du quartier. Ayant vu le procès de ses prédécesseurs, est-ce que Omar El-Béchi peut aussi espérer? Pour Omar El-Béchi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que non seulement ça a duré sur le temps, et on a vu les exactions. C'est compliqué pour Omar El-Béchi. Laurent Bemba, on l'accusait parce que c'est trop été allé dans un autre pays, et après on a vu que Laurent Gbagbo, c'est une crise post-électorale qui n'a pas duré longtemps, et c'était justement pour cette crise. Et donc il y a un débat, c'était électoral, c'était une élection qui était, ma foi, démocratique, il y a eu la contestation. Mais Omar El-Béchi, on a vu, les images ont fait le tour du monde, comment les forces militaires soudanaises ont littéralement massacré ces minorités-là. Donc ce sera difficile pour lui. Ce sera difficile, et je crois que ce sera aussi un procès très long. Le procès Laurent Gbagbo a duré 10 ans. Je crois que pour Omar El-Béchi, ça autant. Il est né en 1944. Je crois que d'ici 10 ans, je ne sais pas quel âge il aura. L'un dans l'autre, je ne pense pas qu'il sortira là pour espérer encore venir jouer un rôle politique de premier plan. Encore que les hommes politiques, il faut s'attendre à tout, mais je pense que ça va être très difficile pour Omar El-Béchi. Comment le Soudan va-t-il se reconstruire après la page? Oui, j'espère seulement que le gouvernement de transition sera à la hauteur des attentes de nos frères soudanais et que les promesses qui ont été faites, parce que jusqu'à présent les militaires, on ne les sent pas trop dans la volonté vraiment de passer la main. Ah, on a mis en place un gouvernement de transition avec un conseil, je veux dire, un organe dirigeant. Les militaires assurent pour le moment la direction. Ils sont censés, au terme de 18 mois, céder à un civil. Et on a vu toutes les tractations qu'il y a eu, parce que l'armée est au pouvoir quand même depuis plus de 30 ans au Soudan. Donc, j'espère sincèrement que les civils qui sont dans ce gouvernement de transition, le Premier ministre notamment, vont prendre la main, répondre aux attentes, régler les problèmes qui sont à la fois économiques, politiques, sociaux, culturels. Ça va prendre du temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce tout change d'un coup de baguette magique. Donc, j'espère vraiment que le gouvernement va tenir, respecter la feuille de route qui s'est lui-même donnée, les militaires vont rentrer définitivement en caserne
et laisser les populations soudanaises se donner les dirigeants qu'elles souhaitent dans le cadre d'un processus transparent, soutenu par la communauté internationale, un processus qui mette le Soudanais au centre des décisions et qu'on ne revienne pas à comment on appelle ça, qu'il y ait un contre-coup d'État après, voilà, comme on se voit, on vit en Afrique, et puis bon, que vraiment les choses aillent de l'avant, parce que je dis, il faut que les Africains comprennent qu'il n'y a pas d'avenir dans les pushs. Les militaires africains, je crois qu'il faut qu'ils se mettent au diapason de l'ère moderne. Ils n'ont pas leur place dans la gestion des choses publiques. S'ils veulent participer au débat politique, ils déposent le treillis. Et ils affrontent les populations, ils affrontent leurs concitoyens. Mais se cacher avec les armes qu'on vous donne pour défendre vos pays, mais c'est la plus grande lâcheté. Vous ne verrez aucun militaire français, américain qui dit bon, j'ai fait un coup d'État. Et puis bon, je suis assis là et tout le monde est content. Non, il faut que les militaires africains soient à la hauteur des enjeux de notre temps. Merci Guillaume. Nous allons marquer une courte pause avec votre permission. Nous revenons donc pour la deuxième partie de cette émission. A tout de suite. De retour en plateau avec nos invités, Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste, et Guillaume Bateau, journaliste. Nous parlions en première partie de la question de Omar El Béchir à la CPI. Nous abordons cette fois-ci la deuxième partie pour parler d'un sujet aussi très intéressant. Après la notion d'ivoirité qui agitait la Côte d'Ivoire, c'est au tour de la RDC d'installer celle de congolité. Un projet de loi a été déposé en ce sens. Ne pourront briguer la magistrature suprême que les candidats dont les deux parents sont congolais. Alors la première question pour la deuxième partie, la congolité. Quelles en sont les origines? Aristide. Comment puis-je savoir, Thomas? C'est pas moi qui crée la congolité. Et puis celui qui a déposé la congolité, on dit que c'est une proposition de loi. Je crois que ça vient d'un député congolais. Je pense que ce député, c'est le Karl Hochhofer du XXIe siècle. Karl Hochhofer, c'était le général bavarois de triste mémoire qui avait trompé Hitler et qui avait donc contribué à ce que Hitler fasse cet expansionnisme et que Hitler dise qu'il y a des Allemands supérieurs et des Allemands inférieurs. Et donc, on a vu, vous l'avez dit Thomas en introduisant ce sujet-ci, qui après l'ivoirité en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça crée en Côte d'Ivoire, même s'il y a eu des manipulations, même s'il y a eu des récupérations, même s'il y a eu une dérive de ce que Bédi avait appelé au départ un projet culturel, un projet intégrateur qui a dévié sur la politique, mais parce que justement, comme le disent les experts, les chercheurs, en sciences politiques, en sciences sociales ou en sciences humaines, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. Tant que vous commencez déjà à faire des lois, à créer des expérimentations, vous allez toujours très rapidement tomber dans l'abîme. Et cette proposition de loi est dangereuse. On en parlait avec Guillaume avant l'émission. Il faut qu'on propose aux Congolais de se dresser contre ce venin qu'on veut introduire au sein de la communauté, de la population congolaise. Généralement, je l'ai redit, ceux qui manipulent ignorent qu'ils sont manipulés pour manipuler. Généralement, quand on introduit une telle loi, ça ne profite pas forcément aux Congolais. Il faut toujours regarder plus loin. Je vous ai dit, sur le champ politique international, sur le champ des relations internationales, c'est un champ de rivalité de pouvoir pour le contrôle des territoires. Et les pays, les États naissent, grandissent. Quand ils grandissent, ils occupent des territoires. Et quand on va à l'international, ce sont des territoires physiques. Et il faut ces territoires pour qu'on ait son espace nourricier. Donc les Congolais doivent faire attention. Il y a déjà des troubles dans le Nord Kivu, il y a assez de guerre, il y a des crises épidémiques, sanitaires. Donc il faut faire très très attention en concevant de telles propositions. D'accord. Guillaume, quand vous avez entendu cette notion de congolité, quel est le sentiment que vous avez eu? La déception, la tristesse. La tristesse. Je pense que l'Afrique a mieux à faire. L'Afrique a mieux à faire. J'espère, en tout cœur, que le président Tshisekedi, qui a été nourri à la sève de la gauche, parce que l'UDPS c'est un parti de gauche. Son père s'est beaucoup battu dans le cadre d'International socialiste, tout ça. J'espère qu'il n'est pas associé à ce projet. Et j'espère qu'il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce projet meure dans l'embryon. Parce que c'est
la chose la plus idiote que le Congo pourrait faire, diviser ses propres enfants. Là où il a besoin aujourd'hui, après cette longue traversée du désert, après le pouvoir absolu de Mobutu qui a ruiné ce grand pays, grand pays. Aujourd'hui, l'alternance démocratique qui est advenue a été saluée par tous les Africains conscients. Oh, même s'il y a eu quelques petits débats internes, mais tous les Africains conscients se sont dit, enfin, voilà un pays où il y a une alternance, où le président Kabila, ça a été une image fantastique. Moi, j'ai regardé la cérémonie de passation de pouvoir où le président Kabila a remis l'écharpe au président Tshisekedi. Nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vécu ça. Malheureusement, malgré tout ce qu'on peut dire, la Côte d'Ivoire, c'est ceci, c'est cela, depuis 1960, aucun ancien chef d'État n'a remis l'écharpe présidentielle à son successeur. Donc, c'est une grande expérience que le Congo a vécue. Et les défis sont énormes. Le progrès social, l'alphabétisation, la transformation de la société congolaise. Et nous tous, Africains, on s'attend à contribuer à cela. Ce n'est pas en ce moment que vous allez introduire, oui, lui, son papa n'est pas venu d'ici. Mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Là où Guillaume parle de déception, l'initiateur du projet parle de préserver la souveraineté de l'État. C'est un plaisantin. La loyauté envers son pays et éviter les infiltrations. C'est un plaisantin. C'est un plaisantin. Et je le dis clairement, droit dans les yeux de mes frères congolais. Ce monsieur est dangereux. Attends, sous garde quoi? Artide l'a dit. Mais moi, j'ai voyagé un peu partout en Afrique. Nous sommes le même peuple. Moi qui vous parle, je suis ivoirien, mais j'ai des origines en Guinée, au Mali. Et j'en suis fier. Je suis Yakuba. Nous sommes des Mandés du Sud. Les Mandés, on en trouve en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, au Cameroun, partout. Moi, je suis allé au Nigeria, mais les plats là-bas, la culture des Ibo, c'est la même chose que chez moi. Je parle tout de mon frère Aristide comme étant le Bamileke de Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous croyez que les États-Unis sont construits avec quoi? Avec les immigrés d'Europe. L'Europe elle-même s'est construite avec quoi? Avec plusieurs siècles d'immigration. Mais pourquoi nous, les Africains, on ne va jamais à l'essentiel? Ce monsieur est dangereux. C'est parce que moi, je n'ai pas les moyens peut-être maintenant d'aller au Congo, mais si j'ai la possibilité d'y aller, mais je serai son plus farouche adversaire. Et il ne faut pas que les Congolais se trompent. Ce que l'Afrique attend d'eux, c'est d'être le moteur pour la transformation de cette partie de l'Afrique, l'Afrique centrale, qui aujourd'hui, tous les défis climatiques, tout ça, la solution est au Congo. Mais alors, on va s'occuper de ça. Mais pourquoi un Congolais dont le père serait français ou ivoirien serait moins congolais que celui dont les deux parents sont issus des deux villages du Congo? Et si en plus, il ne mérite pas. Il n'a aucun mérite. Il ne mérite pas. Et je l'ai dit au début, que c'est local. J'ai bien choisi. Et Guillaume fait bien le dire, il est dangereux. Il est dangereux parce que le défi au Congo aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est le défi de l'éducation, de l'alphabétisation. Parce que justement, Guillaume a parlé de Mobutu, qui avait instauré le culte de la personnalité où, au lieu de construire le Congo, elle passe autant à imposer son image. Vous voyez même, vous vous souvenez de cette image où Mobutu sort du ciel. Donc on le déifiait. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs, pour revenir à ce conseiller d'un empereur chinois, qui lui disait, pour détruire un peuple, il ne faut pas te perdre le temps d'acheter des armes, faire la guerre où tu vas perdre les hommes, perdre l'argent. Il suffit d'introduire dans le pays que tu veux combattre la corruption, et tuer l'école. Après 2 décennies, tu auras un peuple gouverné par des voleurs et un peuple d'ignorants. Et pendant tout le règne de Mobutu, il a fait en sorte... Et vous voyez bien que quand vous rencontrez beaucoup de Congolais, ce n'est pas pour se moquer d'eux. Ils parlent lingala, c'est bien, mais ils ont des difficultés à s'exprimer en français, par exemple, pour la plupart. Mais, donc il y a ce défi à reconstruire le Congo avec l'éducation, mais ce n'est pas ce projet-là qui va changer le Congo. Il parle de loyauté. Oh oui, mais loyauté vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de quoi? C'est quoi un territoire? C'est quoi un pays? C'est quoi la citoyenneté? C'est quoi la nationalité? On est national d'un pays quand on a le lien juridique avec ce pays. On est un citoyen quand on remplit les fonctions, quand on accompagne, quand on se sent, quand on participe à l'évolution de son pays. C'est quoi un État? Un État a des règles, c'est un territoire, c'est une constitution, c'est un gouvernement, une assemblée, des institutions de la République. C'était tout. Et Guillaume fait bien le dire. Qu'est-ce qui a tué l'Afrique
post-colonial. C'est le fait qu'on abandonne la pluralité démocratique pour instaurer dans les partis uniques monolithiques. Et ces partis uniques monolithiques, comment ils gouvernent? Quand ils nomment ce qu'ils ont appelé la géopolitique, ils prennent dans les régions en disant « je t'ai pris parce que tu es telle région, donc tu es là pour défendre les intérêts de ces régions. Et quand on te nomme, tu vas fêter dans ton village. » Et ça a donc créé le tribalisme. Et c'est ce tribalisme qui est exacerbé aujourd'hui. Et il y a eu donc la dérive en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité, qui est un concept culturel selon son initiateur Henri Konan Bédié, qui tombe sur le champ politique. Et à partir de ce moment, quand on veut l'utiliser, on l'utilise comme un outil tribal. Donc au Congo, si on parle de congolité, vous voyez bien que c'est la première fois que je prononce ça, parce que je ne voulais pas prononcer ce mot, le congolité, mais c'est une aberration grave. D'accord. En quoi est-ce qu'être né d'un père et de mère congolais peut faire de nous un patriote? Puisque c'est ce que... Thomas, je ne sais pas combien de fois que tu veux que je te le dise. Je dis que c'est une hérésie. C'est une hérésie. Même un citoyen congolais qui serait un citoyen d'adoption peut apporter beaucoup au Congo. Que deux Congolais qui passent le temps à danser. Non, il faut que nos États se mettent au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nos États africains se mettent au niveau des enjeux du monde. Barack Obama était président aux États-Unis. Tout le monde sait que son père est Kenyan, ses grands-parents. Le jour de son investiture, sa grand-mère qui était au Kenya pour aller à son investiture. C'est vrai qu'il y a eu des Américains qui ont contesté tout ça, mais on retient l'un des rares présidents américains qui a eu le prix Nobel de la paix. Mais attendez. Quels sont donc les dessins cachés? C'est de l'idiotie. Il n'y a aucun dessin caché, c'est de l'idiotie. Le monsieur, il n'a rien compris des enjeux du monde actuel. Et il pense se faire voir, voilà, se faire applaudir par des gens aussi qui n'ont rien compris comme lui. Il n'y a aucun dessin caché. Qu'est-ce que vous pouvez cacher en faisant un tel projet sans ambition, qui ne peut rien apporter à votre pays, qui va au contraire diviser, fracturer la société congolaise? Moi, j'ai des cousins. Chez moi, même le mot cousin n'existe pas. J'ai des frères dont les mamans sont issus d'autres pays, mais qui sont des frères. Avec nous, nous vivons. Mais comment vous pouvez penser que ce projet-là, il y a un dessin? Il n'y a aucun dessin. C'est la plaisanterie, c'est le manque de l'intelligence et l'incompétence. Parce que ça aussi, quand on recourt à ce genre de projet, c'est parce que quelque part, on n'a pas d'argument. Sur lequel argument vous allez opposer à votre frère, juste parce que son père n'est pas congolais, peut-être qu'il serait camerounais ou gabonais, ou bien que sa mère ne serait pas congolaise, serait gabonaise ou camerounaise, ou ivoirienne, ou sénégalaise. Quel argument vous lui opposez? Est-ce que ce serait une loi taillée sur mesure, certainement pour écarter des prochains oui, mais candidats? Bon. Et puis ça va apporter quoi? Quand vous écartez des candidats, vous privez votre pays d'idées peut-être novatrices. Tous ceux qui sont présents à l'élection présidentielle ne vont pas tous être élus, mais au moins dans le débat. Vous savez pas, chacun a son expérience, chacun a sa culture, chacun a son projet, a son idée. Donc, je dis, mais regardez ce qui se passe dans les grands pays européens et américains, même aujourd'hui en Amérique latine. Vous avez vu? Mais il y a beaucoup d'avancées. Parce que le débat, il n'y a pas d'alternative au débat démocratique intégral. Tout est mesuré pour essayer d'étouffer la démocratie, ne feront que perdre l'Afrique. Sur la même question. Oui, il n'y a rien dans ce projet. C'est simplement que c'est un mimétisme. Comme il y a un mouvement international des nationaux, comme en France avec Marine Le Pen, avec le score qu'elle a eu. Mais les Africains ne comprennent pas que ces nations-là sont très organisées. Ils ont des siècles d'avance sur nous. Depuis la France, par exemple, depuis 1789, avec la Révolution française, les gens jetaient les bases. Et puis, c'est des sociétés où le niveau d'alphabétisation, les gens sont assez mûrs pour comprendre les enjeux. Donc, ils peuvent détecter un discours, rejeter un discours. Mais en Afrique, comme je l'ai dit, comme on surfe aussi en même temps sur le tribalisme, donc les gens ne votent qu'à partir du fait qu'on soit de la même région. Et souvent, on glisse sur le terrain religieux et on essaye de manipuler davantage. Donc, il n'y a rien dans ce projet, rien du tout. Ça ne va que retarder le Congo. Il faut donc, comme a dit Guillaume, que les Congolais se dressent véritablement contre ce projet, en commençant par le président, parce que je crois que ce président, comme a dit Guillaume, est d'un parti socialiste, internationaliste, et je crois récemment d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, il y a le président Afin-Guessan, lors de sa conférence de presse, a dit que le fait que les autres partent enlève une épine du pied. Pourquoi? Parce qu'ils étaient
portaient sur des discours de rejet et ça les gênait parce qu'ils sont un parti internationaliste. On ne peut pas avoir un président qui sort d'un parti internationaliste socialiste dans un pays et qu'on accepte qu'une telle loi passe. D'accord. Nous sommes au stade de projet de loi. Est-ce qu'il y a des chances, des fortes chances que la loi puisse véritablement passer? Je pense que si le président Tshisekedi s'implique, la loi n'a aucune chance. Puisqu'on a vu, même s'il est arrivé minoritaire à l'Assemblée nationale au terme du scrutin de 2019, mais on a vu qu'avec la maestria, il est en train de renverser la tendance. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, peut-être, bon, moi je ne suis pas au Congo, les rapports de force, mais aujourd'hui, il a quand même un bon rapport de force en sa faveur. Et s'il est cohérent avec ses idées, il doit tout faire pour que cette loi ne passe même pas prise en considération parce que, comme il y a plusieurs étapes, ça a été soumis au bureau. Il ne faut pas que ça dépasse l'étape du bureau de l'Assemblée nationale pour arriver même au Parlement. Or, je pense qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a les moyens. Et moi j'attends, je suis à l'écoute du Congo. J'attends un discours clair de sa part. Parce que moi, Tshisekedi, je ne suis pas associé à ce cafouillage que veut créer cet apprenti sorcier. Les Africains, les démocrates africains attendent du président Tshisekedi une démarcation claire et son impression personnelle pour que ce projet... Et je vais même plus loin. Le président Tshisekedi doit faire en sorte que ce député-là le déchoir de son mandat. Parce que c'est une mesure dangereuse. Je voulais juste ajouter que il faut qu'à partir de cette proposition de loi, qu'on donne l'exemple à partir du Congo, en réinstaurant dans le champ politique, dans le champ démocratique, ce qu'on appelle la sincérité, ce qu'on appelle les valeurs. Parce qu'il y a justement, on peut proposer ça quand il y a dans une société inversion du système des valeurs. Donc il faut reconstruire le système des valeurs à partir de ces exemples où on tape fort, en faisant en sorte que quand la population même, puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est le peuple qui détient réellement le pouvoir. Et que comme ça se passe en France, vous avez vu au deuxième tour, lorsque Le Pen est passé au deuxième tour, tout le monde, tout de suite, on dit on ne le vote pas. Même ceux qui ne sont pas pour le candidat d'en face, on est obligé de voter ce candidat pour bloquer celui qui a des idées nocives dans notre société. Donc, il faut que pour une fois, les Congolais montrent davantage qu'ils sont en train de construire une vraie démocratie en se désolidarisant de façon claire d'un tel type de projet. D'accord. Il y a un politologue congolais qui a dit que ce projet de loi violait la Constitution. Est-ce qu'on peut le démontrer? Il a raison. Oui, il a raison. Il a raison. Parce que ce projet de loi veut assurer la division entre les Congolais. Aucune constitution au monde, même si je ne connais pas la constitution du Congo, mais aucune constitution sérieuse ne peut favoriser la catégorisation des citoyens sur des bases farfelues. Donc, je pense que ce politologue a raison. Et il faut le soutenir. C'est pour ça que j'ai dit, le président Tshisekedi doit se démarquer, mais doit faire en sorte que le Parlement puisse se débarrasser de ce député qui ne mérite pas de siéger au Parlement congolais. C'est vrai, nous sommes pour la démocratie, nous sommes pour les idées, mais des idées constructives. Le débat contradictoire, on veut, mais un débat constructif, un débat qui apporte quelque chose au pays et au continent. Nous sommes porteurs du projet des États-Unis d'Afrique. Mais ce n'est pas des gens comme ça qu'on va aller aux États-Unis d'Afrique. Déjà, l'Afrique centrale est en retard sur la question de l'intégration par rapport à l'Afrique de l'Ouest. On est à CEDEAO, où aujourd'hui on a la liberté de circulation, tout ça. Il y a des défis importants. Mais si vous pouvez même pas, si vous devez encore entre vous au Congo choisir, lui, ma mère vient d'un autre quartier, lui, son père, mais ça c'est quel débat ça? Et il a raison, le politologue. Pourquoi? Parce que de toutes les lois fondamentales dans tous les pays, la Constitution s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où tous les hommes naissent égaux, libres, en droit. Et vous voyez bien que la nationalité, c'est une notion juridique. Donc, il a parfaitement raison, ce politologue. Ce député, comme dit Guillaume, doit normalement être... Le peuple doit se décider. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Pour dire qu'il faut qu'on d'abord lui enlève l'immunité parlementaire, il doit même être poursuivi parce qu'il est dangereux. Il est très, très, très dangereux. C'est pour ça que je l'ai qualifié de Karl le chauffeur. Parce que c'est Karl le chauffeur qui a trompé Hitler et a fait basculer l'Allemagne dans l'horreur et le monde entier dans l'horreur. Est-ce que certains qui estiment, avec les guerres récentes au Congo, surtout celui qui parle d'infiltration, est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas lieu de regarder autrement quand on sait que le Rwanda joue un rôle important dans le Congo actuel et surtout que le président passé a été taxé de pas trop loyal. Mais pas trop loyal en quoi?
Parce qu'on estime qu'il a, il a un Kabila père a fait qui n'est 100 pas... fois mieux que Mobutu. Il a fait 100 fois mieux que Mobutu. Même si je ne suis pas un partisan, un admirateur de Kabila. Mais l'honnêteté intellectuelle veut qu'on reconnaisse que Kabila a fait 100 fois mieux que Mobutu. Mais alors, il n'a pas été loin, ça veut dire quoi? D'accord. Avec l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'ivoirité, qu'est-ce que le Congo peut tirer comme leçon? Mais voilà, on est aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis 1999. Le pays ne se retrouve pas. Nous sommes en crise perpétuelle avec des milliers de morts. Des pays comme le Ghana, dont on se moquait il y a quelques années, mais nous ont dépassés. Parce que c'est la vérité que vous allez à Accra aujourd'hui, vous ne rencontrez pas Accra. Dakar avant, quand on partait au Sénégal, mais à cause de la crise en Côte d'Ivoire, qui est venue à la suite du coup d'État de 1999, la Côte d'Ivoire a accusé, j'allais dire, 30 ans de retard. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Congo a des défis importants. Vous parlez de la guerre, pas de quelle infiltration. Quelle infiltration. Mais ce sont des concepts même vraiment tellement légers que je veux... Oui, parce que il faut que les Africains soient plus sérieux. Nous sommes en compétition avec les autres nations du monde. L'Union européenne, c'est un grand ensemble. Les États-Unis, c'est un grand ensemble. Même la Russie, on dit la Fédération de Russie. La Chine, c'est un grand ensemble. L'Afrique a intérêt à constituer ce grand ensemble. C'est pour ça que j'ai applaudi la zone de libre-échange continentale. Mais c'est des efforts que doivent faire. Il faut que les Africains se concentrent sur le plus important. Les défis sont énormes. Et on ne pourra pas y arriver en cherchant dans la culotte des uns et des autres. Il faut être sérieux. Il faut que les Africains apprennent à être sérieux. Est-ce qu'au stade où nous sommes parvenus, la société civile a un rôle important à jouer? Bien entendu. Oui, la société civile, oui, Guillaume dit bien entendu parce que lui est syndicaliste, mais est-ce que les sociétés civiles existent en Afrique? Justement, ils sont inférieurs aux partis politiques. Bon, peut-être, je ne sais pas pour Guillaume. Oui, je vais te répondre, ouais. Aristide. Ouais. Donc, mais je vais dire, il n'y a pas de société civile. J'ai déjà fait une émission là-dessus, sur une autre chaîne ivoirienne. Il n'y a pas de société civile. C'est justement pour ça qu'il faut reconstruire le système de valeurs. Il faut donner la force à l'éducation, la formation. Il faut former les masses populaires pour qu'ils comprennent comment fonctionne le champ politique. Mais en Afrique, quand vous vous exprimez, on a l'impression que vous êtes un traître. Hein? Parce que vous êtes le cousin de Guillaume Bateau. Guillaume Bateau est député et vous donnez un avis qui ne va pas dans le sens que Guillaume dit, on dit que vous êtes un traître. Alors que vous vous êtes exprimé. Alors que nous sommes dans un champ où il faut s'exprimer, c'est la liberté d'expression. Donc il faut former les masses. Et que ce soit au Congo ou dans beaucoup de pays africains, nous sommes dans la constitution de l'unité africaine. Le véritable problème que nous avons, c'est l'éducation, la formation des masses. Je fais souvent des émissions, les gens ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Ils retiennent un bout de phrase, ils en font tout un commentaire qui n'a rien à voir. Parce que les gens ne comprennent pas. Donc il n'y a pas de société civile pour l'instant en Afrique. Ça n'existe pas. Bon, Guillaume est syndicaliste, peut-être va me répondre. Oui, mais je vais te répondre tout de suite. Tu sais que je ne peux pas ne pas te répondre. Oui. On peut dire que la société civile africaine, je ne parle même pas ivoirienne, africaine, a des difficultés. Mais ce sont des difficultés qui sont aussi historiques. Mais dire qu'il n'y a pas de société civile en Afrique, non. Il y a des syndicalistes, il y a des professionnels des ONG africains qui sont battus sincèrement et qui ont contribué. Quand je prends notre pays, des figures comme l'ancien président, le professeur Denis Segui, qui a créé avec ses amis la Lido à l'époque, les Mathieu Gouincler, etc., etc. Il y a de la société civile en Côte d'Ivoire, en Afrique, on a des activistes, il y a des gens qui se battent sincèrement. On parle du Congo, mais il y a plusieurs ONG qui se sont battus. D'abord contre la dictature de Mobutu, ensuite même contre Kabila, etc., etc. Ce que je peux te concéder, c'est que cette société civile-là est aussi en construction, comme notre démocratie est en construction, avec ses forces et ses faiblesses. Regarde par exemple, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, tu l'as dit, je suis syndicaliste, je suis secrétaire général du syndicat de la presse, mais en plus de cela, je suis membre du comité exécutif et du bureau journalier de la Confédération ivoirienne des syndicats Libre Dignité. Mais quels sont les moyens que nos États donnent à cette société civile pour s'exprimer? Dans la Constitution de Côte d'Ivoire, on dit oui, la société civile joue un rôle important, mais quand on parle de financement de la société civile, on s'arrête là. On finance les partis politiques, mais on ne finance pas la société civile. Pourquoi? Parce que justement, les politiques ne veulent pas d'autres concurrents. Et la société civile ivoirienne, comme la société civile africaine, vit grâce au financement des sociétés civiles européennes ou même parfois des États européens et américains.
À partir de ce moment. Et ce débat, on le fait souvent. On dit oui, si vous prenez l'argent du gouvernement, je dis mais ce n'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent public qui doit être mis à la disposition de tous les citoyens. De la même façon, les partis politiques en Côte d'Ivoire, en fonction de leur poids, peuvent avoir jusqu'à 800 millions par an. De la même façon, les ONG, les syndicats, qui participent aussi à l'éducation des masses. L'éducation des masses ne doit pas être l'apanage seul des partis politiques. De la même façon, ces syndicats, ces ONG, doivent bénéficier du financement public de leur propre pays. On fait le débat souvent. Il y a des camarades qui ne comprennent même pas. Oui, mais on ne doit pas prendre l'argent. Mais ce n'est pas l'argent du gouvernement. Je suis désolé. Et ça, c'est un des problèmes. Moi, si je vous dis combien on crèche pour qu'un syndicat, pour l'implanter, pour la formation, l'encadrement des militants. Parce que c'est ça aussi. D'accord, très S'il n'y a bien. pas d'espace public. Guillaume, oui. Je ne parle pas dans l'ordre structurel. C'est vrai, les syndicats existent, mais je parle de façon conjoncturelle et de façon factuelle. On a vu des ONG qui ont été taxées d'être inféodés aux partis politiques. On a vu des gens qui se disaient militants de la société civile, ils ont posé des actes, quand on les arrête, ils sortent, on les retrouve dans les meetings des partis politiques. Oui. À tenir des discours politiques. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas cette société civile qui peut être... Mais tout le monde n'est pas comme ça. Ici. Oui, c'est ce que je dis. Oui, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, dans le même sac. Il y a des gens qui font des erreurs, je te le concède. Ouais. Mais c'est ce que je dis. Mais je dis, il y en a qui sont sincères. Il y en a qui sont Ils se sincères. battent sincèrement, avec leurs armes. Malheureusement, ceux-là aussi sont aussi à la fois combattus par les politiques. Je ne parle même pas des gouvernements. Je t'ai dit tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, sur la question du financement des partis politiques, ils sont tous mis d'accord. Nous sommes d'accord, Guillaume. Mais pour financer la société civile, les médias, alors on dit, ah oui, c'est le truc privé. Ok, très bien. Non, je vais finir là, Guillaume. Très bien, Aristide, nous sommes en train d'aller vers oui, la fin de je l'émission, vais juste relever le fait que quand on a une société civile forte, ça devient un contrepoids aussi du gouvernement. Absolument. Et c'est cette société donc qui donne le là. Parce que c'est ça le peuple aussi. Le peuple se trouve dans les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les élus, mais aussi les hommes de la société civile qui sont les intellectuels. Tu as cité Denis Segui tout à l'heure. Mais le problème qu'on a en Afrique, Guillaume, la plupart du temps quand les gens créent des ONG, c'est parce qu'il y a un intérêt pécunier derrière. Il y a un intérêt de se faire phagocyter. Oui, pas tout le monde. Pas tout le monde. On aura certainement l'occasion au cours d'une autre émission de parler des ONG et de tout ce qui va avec. C'est la fin déjà de cette émission. Ça va très vite. Ouais. Merci à Aristide Nkenda, qui est journaliste éditorialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Guillaume Bateau, également journaliste. C'est un plaisir. Bon, d'avoir accepté de venir sur le plateau avec vous. Nous avons parlé de Omar El-Béchir et nous avons parlé également de du projet de loi sur la congolité en RDC. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.